On va passer à un autre défi qui est celui de la structuration des filières. On en parle beaucoup. Il faut structurer les chaînes de valeur. Monsieur Olivier Segbois, vous êtes consultant international et conférencier en management de l'innovation. Vous accompagnez plusieurs acteurs à structurer des filières. L'agriculture, notamment, est un des secteurs clés, en tout cas qu'on imagine comme étant un des plus pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui sur le continent et qu'on sait que d'ici 2030, il va falloir créer ces 100 millions d'emplois et on se pose encore tous la question de où est-ce qu'on les crée. Comment vous, justement, vous accompagnez à structurer la filière agro-industrielle pour rendre finalement nos exportations plus solides et surtout plus durables? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci pour l'invitation. En fait, le travail dont je veux vous parler a été mené au Bénin, au nord du Bénin, pour la structuration de la filière riz, parce qu'il y a du riz de montagne qui est produit au nord du Bénin. Et jusqu'à récemment, ce riz ne trouvait pas preneur, pour différentes raisons. Notamment parce que le riz importé vraiment couvrait tout le marché, et puis surtout les producteurs n'étaient pas structurés. Donc la première chose que nous avons faite dans cette filière, c'est d'arriver à mettre en place une plateforme de collecte, de traitement et de tri et d'emballage pour pouvoir garantir une qualité constante tout au long de toutes les productions. Donc les producteurs, c'est des femmes, des hommes, peu importe, des jeunes, des plus anciens, qui ont adhéré à une coopérative et qui délivrent leur production dans cette plateforme-là. Donc ça a été un premier élément qui a permis de structurer et de garantir la qualité tout au long des cycles. Parce que ce dont on s'était rendu compte dans le travail, le diagnostic initial, c'est que la qualité était très fluctuante. Et lorsque vous avez une qualité fluctuante, vous ne pouvez même pas couvrir le marché, le vendre sur le marché local. À plus forte raison, pensez à faire de l'exportation. La deuxième difficulté à laquelle on a été confronté, c'est notamment le fait que les importateurs, c'est vraiment des oligopoles en Europe. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et importer facilement en Europe. Il y a des problèmes de certification, des processus de certification. Ça, on l'a vu avec un producteur de poivre local au Bénin, par exemple, qui voulait exporter vers l'Europe. Mais bon, il a fallu du temps pour que la qualité de son produit soit constante. Et là, pareil, pour pouvoir faire face au volume, il a dû se mettre avec d'autres producteurs pour garantir à la fois les volumes et garantir la fiabilité et la qualité du processus. Donc je dirais que, en gros, pour faire court, pour moi, ce que j'ai tiré de cette expérience-là sur le Bénin, c'est que, si vous voulez exporter, il faut vraiment rentrer dans une filière, il faut vraiment maîtriser la chaîne de valeur et voir là où vous êtes les mieux disant dans la chaîne de valeur. Et l'élément qui est l'élément structurant, c'est le packaging. Ça ne paraît pas, mais un produit qui est mal packagé, qui n'est pas attrayant, qui n'a pas de qualité annoncée, fiable dans le temps, vous êtes certain que votre produit ne passera pas seulement au niveau local, mais en plus à l'export. Voilà. Je fais court parce que j'ai d'autres éléments, mais je laisse du temps à mesdames parce qu'elles ont plein de choses à dire. Et je reviendrai tout à l'heure sur d'autres questions que vous devez bien me poser. Merci beaucoup. Cher Olivier, peut-être partir, on a parlé de l'expérience béninoise sur la filière riz. À partir de tout ce que vous avez fait, finalement, quelles sont si on devait faire des étapes clés pour réussir à exporter vers l'Europe, à la fois qu'on soit de la diaspora et qu'on décide de le faire ou qu'on soit au niveau continent, quelles sont les différentes étapes que vous pouvez recommander par rapport à l'expérience, le cas d'étude riz, mais je suis certaine qu'il y a peut-être aussi d'autres cas. Voilà, on serait ravis de partager ça avec nous. Merci. Bon, moi, je dirais que la première chose, quand on parle de corruption. Moi, je n'ai pas vu de corruption dans le dossier que j'ai traité. Clairement, l'État a accompagné, parce qu'une des difficultés, c'est d'amener les jeunes à ouvrir des centres de distribution pour distribuer le riz. Pour lever le frein, l'État a créé ce qu'on appelle Azonli. Azonli, c'est un entrepreneur, mais qui est payé par l'État pendant 6 à 12 mois.
Donc, pour lever vraiment le risque, et il est payé. Il fait son business pendant 6 mois. Si les résultats sont là, ben, on le prolonge pour 6 mois en plus. Et puis, pendant ces 6 mois, il est payé. C'est vraiment sans... Et il bosse que pour lui-même. Donc, ça a été un levier énorme pour couvrir tout le Bénin avec cette distribution de riz. Deuxièmement, il y a une chose sur laquelle je tenais à insister. La plateforme de collecte que nous avons mise en place a été financée à la fois par des acteurs locaux qui ont vocation ou volonté à distribuer ces produits-là, mais aussi par l'épargne de la diaspora. Il y a eu beaucoup de gens de la diaspora qui ont mis de l'argent au pot pour créer cette plateforme-là. Et le dernier point, ça a été le Forim, auquel ils ont répondu dans le cadre d'un appel à projet pour trouver le financement pour faire ce projet-là. Donc voilà déjà des éléments. Et puis enfin, moi je vous dis, c'est un succès vraiment étonnant parce que avant de venir, je faisais le point avec le directeur de ce site-là. Il vient de recevoir une commande de 1000 tonnes de riz pour alimenter les écoles. Parce qu'il y a des cantines scolaires au Bénin et le programme alimentaire mondial, au lieu d'importer du riz de l'étranger, leur a passé une commande de 1000 tonnes qui est une première commande. Et s'ils arrivent à suivre, ben, d'autres commandes vont suivre. Tout ça pour dire quoi ? Moi, je pense que la première des choses, c'est de vraiment clarifier la proposition de valeur qu'on veut apporter sur un marché. On ne va pas sur un marché si on ne sait pas ce qu'on va y vendre. On ne connaît pas les marchés, on ne sait pas, on a vu tout à l'heure, madame l'a montré, à qui on s'adresse, quelle est la cible, ce n'est pas très clair. Deuxièmement, il faut travailler vraiment sur les normes, savoir quelles sont les normes sur lesquelles on veut agir. Ensuite, il faut rentrer dans un processus de certification des produits parce que ça coûte cher. C'est de l'expertise, mais il faut le faire si on veut aborder les marchés internationaux. Tout ça pour dire aussi une chose. Il ne faut pas croire que c'est exporter vers l'Europe qui est compliqué. On a tenté d'exporter ce riz chez notre voisin du Nigeria. Ça a été très compliqué, on s'est arrêté. Qu'est-ce qui explique justement ? Voilà, parce qu'ils ont des barrières non tarifaires qu'on appelle le NAFDAC, qui est un processus extrêmement compliqué, qui fait que il faut vous lever très tôt pour pouvoir arriver à passer la barrière du NAFDAC. Vous connaissez bien ça. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, nous, on a arrêté pour deux raisons. On n'a pas arrêté parce qu'on avait envie d'arrêter comme ça. C'est parce que le marché intérieur n'a pas été encore couvert. Il faut être clair. Moi, je suis vraiment frappé par tous ces débats-là que nous avons souvent. On veut exporter vers l'Europe. Il y a plein de marchés en Afrique. Le marché africain n'est pas couvert. Hein? Et deuxièmement, je vous fais une confidence. Tous nos produits peuvent être produits ici, quasiment, à part quelques-uns, à part l'igname ou je ne sais pas quoi. Mais tout le reste, le gombo, tout ce que vous voulez, peuvent être produits ici. Il y a plein d'agriculteurs français qui vont à la retraite, qui n'ont pas de successeur. Allez les voir, prenez de la terre, faites une location de terre, produisez du gombo, ça va vous faire gagner du temps sur tout le transport et toutes les barrières dont on parle là. C'est vrai. Vous pouvez produire ici. Moi, j'ai fait l'expérimentation parce qu'au début, j'y croyais pas. J'ai acheté les grains en ligne, j'ai mis dans mon pot à la maison. Là, j'ai du gombo. Donc, tout ça veut dire quoi ? En fait, c'est un peu ça ce que je voulais, parce que j'interviens peu dans les conférences. Quand je viens, je reste au fond, j'écoute, je m'en vais. Mais bon, je dis, il faut quand même que de temps en temps, voilà. Moi, je pense que notre vrai problème, c'est que nous n'innovons pas. Nous ne regardons pas le marché qu'il y a autour de nous. Vous avez une population africaine qui est devenue une classe moyenne, qui a les moyens de consommer, qui peut consommer ici. Et on se pose la question, comment on va aller faire du business en Afrique ? Mais faites du business ici, déjà. Et par cette expérience-là, par cette expertise, naturellement, vous allez faire du business en Afrique. Voilà, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je préfère rester sur ces points saillants-là. Pour l'agriculture, je vous assure, il y a même la mairie de Paris qui a lancé un programme avec l'ancienne journaliste, là, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Audrey Pulvar, qui accompagne les gens pour accéder à des terres pour produire des produits tropicaux, ici en France. Pardon, HL. Absolument. Donc, je vous dis, réveillons-nous, quoi. Bon, le pari est lancé. Hein. Merci. Merci. Je voulais juste ajouter que l'Afrique a
1,2 milliard d'habitants. Donc, c'est-à-dire des consommateurs, même à 20% déjà, c'est bon, quoi.